Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Donc bienvenue à la conférence sur l'art-thérapie proposée par le groupe des Flamboyants. Donc merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Je me présente, Traoré Makoro, art-thérapeute au groupe des Flamboyants et j'interviens sur les Flamboyants Ouest Ah, et Flamboyants Est. Voilà. pardon. Et je suis accompagnée par ma collègue et amie. Donc, je m'appelle Sandra Mondi et moi, je suis art thérapeute au Flamboyant, la clinique des Flamboyants Est. Voilà, donc du coup, on va vous faire une petite présentation de ce qu'est l'art-thérapie, en tout cas chez nous, avec nos deux courants qui sont très très spécifiques et très différents. Et pour autant, ils arrivent au même résultat, en tout cas pour le mieux-être des patients. Ensuite, du coup, je vais faire une présentation générale de ce que c'est que l'art-thérapie, de nos deux courants. Et Sandra vous fera une présentation de sa pratique à elle, avec des témoignages des patients qu'elle a pu avoir au Flamboyant Est. Et ensuite, je terminerai avec une présentation, moi, de ma pratique et de mon courant, avec quelques témoignages dans le cadre de mon intervention à la clinique des Flamboyants Est, qui est dans un cadre très spécifique que je vous expliquerai. Voilà. Et à la fin, bien sûr, il y aura le temps des questions. Donc, notez bien vos questions et à la fin, on prendra le temps d'échanger là-dessus. Alors, je reviens. Nous allons traiter, nous, art-thérapie en psychiatrie, quel apport pour le patient dans une prise en charge pluridisciplinaire. Ça, c'est une notion très importante pour nous. Toutes les deux, on a fait le choix de travailler un peu en libéral, mais aussi de travailler au sein d'institutions où il y a vraiment des plateaux techniques avec des équipes très, très différentes et hyper complémentaires auprès des patients, dans la prise en charge du patient. Donc voilà, nous, donc Makoro et Sandra. Donc l'art-thérapie, il faut savoir que actuellement, il n'y a pas de diplôme d'État, malheureusement. Il y a juste une reconnaissance au niveau de la RNCP, c'est le registre national de certification professionnelle. Et cette certification RNCP impose plusieurs choses. C'est reconnu par l'État et l'Europe au niveau 6. Il y a différentes orientations et organisations pour ces formations. Et surtout, ici en France, il y a une équivalence Bac+4. Et lorsqu'il y a cette reconnaissance RNCP, il y a ce souci d'avoir un contenu de la formation qui est sérieuse et qui est suivie avec des contenus spécifiques et des évaluations importantes, des évaluations qui sont faites par des professionnels de la santé, psychiatres, médecins et art-thérapeutes diplômés. Donc, nous, toutes les deux, moi, je fais partie du courant de la Fratapem. J'ai fait ma formation à la Fratapem et Sandra, elle a fait sa formation à Profac. C'est deux courants très spécifiques. Courant cognitivo-comportemental, pour ma part, et courant plutôt psychanalytique. Plutôt psychanalytique. Les deux formations, l'important, c'est qu'il y a un suivi avec un nombre d'heures de formation qui est très importante et d'une évaluation avec des professionnels aguerris, comme ce que je vous disais tout à l'heure, les médecins, les psychiatres et des art thérapeutes diplômés. Et dans les deux formations, ce qui est de très important, c'est qu'il y a de l'importance de la pratique sur le terrain. Il y a les stages d'observation et les stages de pratique et l'évaluation sur les stages de pratique. Parce que dans certaines formations, ben, vous verrez bien, hein, il n'y a pas ce suivi-là. Bon. Donc, qu'est-ce que l'art-thérapie? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que l'art-thérapie? Oui, non? De manière globale? Oui? Alors, on va commencer par ce que ça n'est pas. Ça n'est pas une pratique artistique personnelle, ce n'est pas du bien-être, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas une activité qu'on fait juste pour passer du temps, ce n'est pas un atelier créatif ou artisanal, ce n'est pas de l'animation, il y a des animateurs qui sont formés pour ça, ce n'est pas non plus du mandala ni du coloriage, et on trouve souvent dans les grandes surfaces et les librairies des super ouvrages c'est marqué art-thérapie dessus, c'est très bien, mais ce n'est pas de l'art-thérapie. Voilà.
Ce n'est pas un cours de danse, ni un cours de dessin, ni un cours de sculpture. Et ce n'est pas une médecine douce non plus. Et ce n'est pas encore moins une expérience spirituelle. Du coup, là, moi, je vais vous faire une définition générale de ce que c'est que l'art-thérapie qui englobe la pratique de Sandra, qui est plutôt psychanalytique, et ma pratique à moi, qui est plutôt cognitivo-comportementale. C'est une méthode de soins qui passe par la stimulation de la créativité pour amener les personnes en difficulté vers un mieux-être. Nous insistons toutes les deux sur cette notion de mieux-être. Cela nécessite la présence d'un professionnel compétent, donc formé, avec un diplôme reconnu, en tout cas une reconnaissance RNCP de préférence. Ça ne se pratique pas seul, c'est pas possible. Ce n'est pas l'art-thérapie si c'est une pratique seule. En tant que professionnel, on doit avoir un suivi, ou en tout cas un accompagnement en institution, c'est super facile parce qu'il y a les psychologues, il y a les psychiatres et c'est sur prescription médicale, donc on est encadré et on a ces retours et ces échanges-là avec ces professionnels-là. En libéral, il faut se soucier de savoir si la personne, elle est dans un suivi avec un médecin qui se soucie de son bien-être psychique et du coup, l'art-thérapeute se met en lien avec ce médecin en libéral. Et Excuse-moi, je l'art-thérapeute, t'interromps. C'est oui, pas un médecin, c'est un psychologue. psychologue ou psychiatre, pardon. Autant pour moi, merci. Et du coup, comme c'est sur prescription médicale, il y a ce tiers, en tout cas avec qui l'art-thérapeute peut échanger sur la prise en charge du patient. Et ensuite, l'art-thérapeute formé doit avoir cette conscience qu'il y a parfois des limites, mais ces limites-là, il faut savoir les reconnaître et puis du coup passer la main dans la prise en soin ou avec le patient décider de la fin de la prise en charge. Parce qu'une prise en charge en art-thérapie pendant des années, ça n'a pas de sens. C'est un métier soumis au secret professionnel et avec un code de déontologie. Les deux écoles ont un code de déontologie avec quelques différences, mais qui se regroupent. Et puis, bien sûr, soumis au code au secret professionnel. Donc, l'art-thérapie, pardon, je vais un peu vite. L'art-thérapie dans la prise en charge des patients au sein de la clinique de Flamboyant. Je vais laisser la main à Sandra pour vous expliquer concrètement comment ça se passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, je vais résumer peut-être un petit peu ce que sont les cliniques des Flamboyants. Donc, pour information, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y en a 3 désormais. Il y en a une dans l'ouest, au port, une dans le sud, vers Saint-Pierre, et une dans l'est, récemment ouverte là, fin mars, à Brapanon. C'est des cliniques qui accueillent des patients avec des troubles dépressifs et névrotiques, en majorité en tout cas. Et il y a une vraie volonté de travailler sur une prise en charge globale du patient, avec une équipe qui est pluridisciplinaire. Alors ça veut dire qu'il y a bien sûr des psychiatres, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des aides-soignantes, mais il y a aussi toute une équipe pluridisciplinaire avec la psychologue, mais il y a aussi des psychomotriciens, motriciennes, des art-thérapeutes, des ergothérapeutes, des diététiciens, des enseignants APA, des assistantes sociales, des éducateurs. Donc il y a vraiment en fait la prise en charge de son ensemble du patient. On va s'occuper autant de la prise en charge physique que de tout ce qui est social, que de tout ce qui est thérapeutique. Donc l'art-thérapie au sein des flamboyants, ça date depuis un moment, puisque quand j'en parlais avec le docteur Dabadi, il me disait que lui, dès 95, en fait, c'est quelque chose qu'il a utilisé dans sa pratique de psychiatre. Donc je vais me permettre de vous lire son témoignage que je lui ai demandé pour cette présentation. Donc créer, c'est d'abord être dans un état différent. L'art-thérapie consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. J'insiste sur le mot processus, en permettant de prendre contact avec sa vie intérieure. Au sein d'une relation thérapeutique et sécurisée par un cadre solide, elle permet d'ouvrir et de développer un autre espace que la souffrance psychique inhibe totalement. Développer cet espace, c'est ouvrir une des portes du soin, c'est permettre une expression différente des émotions, y compris celles refoulées. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est soumis à prescription médicale au flamboyant par le psychiatre référent du patient. La demande de prise en charge, elle peut être faite de manière diverse. Ça peut être soit par le patient directement, parce qu'il en a déjà fait ou qu'il en a entendu parler, parfois par d'autres patients, ou parce qu'il a une appétence en fait sur tout ce qui est créatif. Parfois d'ailleurs avec des fausses idées de ce que c'est l'art-thérapie. Ça peut être directement demandé par le psychiatre référent, qui pense que c'est pertinent.
Et ça peut aussi être suggéré par d'autres professionnels. Et ça, c'est très important. L'avantage de travailler en équipe pluridisciplinaire, c'est que quand on collabore, eh ben, les autres professionnels sont capables de demander, par exemple, quand on fait des réunions d'équipe ou des transmissions, tiens, je me demande si tel patient, ça pourrait pas être intéressant que tu le prennes en charge, qu'est-ce que tu en penses? Et on en discute avec le psychiatre. De toute façon, c'est toujours le psychiatre référent qui a le dernier mot. Donc maintenant, je vais vous parler de ma manière de travailler. Donc déjà, je reprends un petit peu ce qu'a dit Makoro. C'est vrai que moi, ma formation initiale a plutôt une approche psychanalytique. Ensuite, dans ma manière de travailler sur le terrain, parce que j'ai continué à me former, à échanger avec d'autres personnes, ma pratique a évolué. D'accord ? Donc le contexte global. D'abord, il faut savoir que moi, j'ai fait le choix d'être supervisée à l'extérieur des flamboyants. C'est-à-dire que j'ai un psychologue et qui est aussi art thérapeute, qui est formé dans mon courant, avec qui j'ai des échanges réguliers, des supervisions en fait. Alors aussi parce que je travaille aussi en libéral et que travailler tout seul, en fait, comme vous disiez Makoro, quand on travaille dans le soin psychique, c'est très important d'avoir des personnes qui sont capables de regarder les choses avec de la distance et de vous remettre en question aussi. Hein. Voilà. Je travaille, moi, sur place. Alors là, je vais venir sur les flamboyants étroitement avec la psychologue. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule au flamboyant Est, mais en tout cas, celle avec laquelle je suis, je travaille vraiment de manière très... on est vraiment dans une collaboration qui est très, très régulière. Je consulte le psychiatre référent du patient quand j'ai des problématiques vraiment particulières. Quand je sens qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant à aller chercher ou que je m'interroge sur la manière dont j'aborde les choses et que je veux valider avec lui si ma pratique ne peut pas nuire en fait au patient. Parce que la première chose qu'on vous demande, c'est de ne pas nuire à votre patient. Voilà. On échange régulièrement avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire, donc ça je vous l'ai déjà dit. Je participe aux transmissions qui sont faites une fois par semaine. Normalement il y en a tous les jours. Moi j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine parce que ça permet d'avoir un tour d'horizon un petit peu des entrées, des sorties, d'événements vraiment importants qui ont pu se passer avec certains patients. Et puis j'essaye de prendre le temps au maximum d'échanger avec les infirmiers et les aides-soignantes, parce qu'on n'est pas forcément géographiquement, on va dire, au même étage, etc. Mais j'essaye régulièrement d'aller les voir, de discuter avec eux, parce que c'est quand même les personnes qui passent le plus de temps finalement avec les patients. Et donc c'est important d'avoir leur retour. C'est aussi important qu'ils comprennent notre travail, parce que tout le monde peut avoir une idée un petit peu de ce que c'est l'art-thérapie. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vraiment fait ce travail-là, d'essayer d'en parler avec les infirmiers et les aides-soignants, quitte à les recevoir en petits groupes pour justement échanger là-dessus, parce que ça rend la collaboration derrière d'autant plus facile et d'autant plus pertinente. Et actuellement, ma manière de travailler, c'est que je fonctionne plutôt en prise en charge individuelle et j'ai un groupe qui est co-animé, que je co-anime en fait avec la psychologue, voilà, sur une thématique bien spécifique. Et pour le groupe, on ne choisit pas les patients au hasard. On choisit les patients de manière réfléchie, on en discute avec le psychiatre. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Est-ce que ça a du sens de le mettre en groupe ou pas? Est-ce que voilà, c'est pas, on prend pas, tiens, on va faire du groupe, quoi. Okay. Pour le début du suivi. Alors ça a été, imaginons, ça a été la prescription est validée par le psychiatre, ça y est, le suivi démarre. Je commence toujours la prise en charge par un entretien préliminaire où en fait je ne vais pas faire une séance d'art-thérapie. Je prends ce temps uniquement pour échanger avec le patient et pour essayer d'aborder différents points qui me semblent importants pour la prise en charge. Donc, je me présente, j'explique ma pratique. Vous verrez que j'ai 2 propositions en fait dans ma façon de travailler. Je m'assure aussi de la volonté du patient de commencer ce suivi en art-thérapie une fois qu'il a entendu ce que je propose. Parce qu'il n'y a pas de thérapie sans adhésion. Pardon, sans adhésion. Donc ça, c'est important, quelle que soit la thérapie, d'accord, mais on ne force pas quelqu'un à faire de la thérapie. D'ailleurs, je précise toujours aux patients aussi que s'ils ont envie d'arrêter, ils peuvent arrêter quand ils le veulent. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je ne force pas des gens à faire de l'art-thérapie. Voilà. Hein. Je demande aussi au patient s'il a des attentes particulières. Je lui propose de me poser les questions qu'il a à me poser. Je lui propose aussi de me donner les informations qu'il souhaite me donner. Alors personnellement, ça c'est un choix que j'ai fait. Quand je rencontre un patient, très souvent, je ne suis pas allée regarder son dossier en détail. C'est un choix que je fais dans ma pratique, d'accord? Parce que justement, je veux laisser la porte ouverte en fait au patient de me dire ce qu'il a envie de me dire de lui, en fait, et de lui laisser l'opportunité justement que l'espace et le temps soient un peu différents pour lui. Okay. Donc très souvent, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors j'ai des infos bien sûr par le psychiatre, par les collègues, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? Est-ce qu'il y a eu une agression? Est-ce que je pose pas en fait ces questions-là? Le patient, s'il veut me dire quelque chose, il me dit. Voilà.
Et ensuite, on définit ensemble par quelle proposition on va commencer le suivi, parce que je vous ai dit que moi j'ai vraiment 2 propositions distinctes. Et enfin, c'est un point très important, on doit travailler en confiance avec un patient. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une alliance thérapeutique qui se fasse. Pour ça, il faut que le patient, il ait confiance en vous. Ça veut dire que si vous lui dites que c'est confidentiel, il faut lui expliquer dans quelle mesure c'est confidentiel. Parce que quand on travaille en équipe et quand on va en institution, forcément, il y a un certain nombre de choses qu'on doit donner parce que ça fait partie du suivi, parce que parfois c'est intéressant pour les autres professionnels. Et il faut trouver la mesure en fait entre ce truc de confidentialité où on a une intimité des séances et en même temps le fait qu'on travaille en équipe et qu'il faut fournir les informations. Donc moi, ma manière de travailler, c'est d'en parler directement avec le patient. C'est toi qui bip. Parfait. Donc mes propositions. Moi, je travaille, quand je présente au patient ce que je fais, je lui parle d'art-thérapie contemporaine et je lui parle de médiation. Voilà, je vais détailler ça ensuite. On peut commencer le suivi avec un même patient par de l'art-thérapie contemporaine et ensuite basculer vers des médiations, vers de la médiation. Par contre, en sens inverse, c'est pas possible. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. C'est parce que moi, ma posture, en fait, elle est très différente dans un cas et dans l'autre. L'art-thérapie contemporaine me demande une neutralité que je vais perdre en fait un petit peu en médiation, et donc je peux pas aller dans ce sens-là. Les points communs qu'il y a dans ces pratiques-là, c'est d'abord, je m'appuie sur l'expérience créatrice comme moyen d'expression, parce que ça offre en fait des voies de communication qui sont différentes et qui ne sont pas limitées à la parole, ce qui est très important. L'esthétique, pour moi, encore une fois, c'est dans ma pratique à moi, l'esthétique n'est jamais un objectif en soi. Moi, le but, c'est pas que la personne fasse quelque chose qu'elle trouve joli. Voilà, c'est pas ça mon. Si ça arrive, tant mieux. Mais je veux surtout pas qu'elle fasse quelque chose pour que moi je trouve ça joli. C'est pas ça du tout le but de la prise en charge en art-thérapie, en tout cas dans ma pratique. Je n'expose pas ce que font les patients. Ça aussi, c'est un choix. Il y a des pratiques, parfois, vous verrez avec Makoro, où l'exposition peut avoir lieu dans certains cas. Moi, dans mon cas, je n'expose rien. Et ensuite, je n'ai pas de mesure et d'évaluation précise des patients, hormis les retours qu'ils me font et les retours que j'ai des professionnels. Et ça aussi, c'est un choix. Parce que justement, je veux qu'il y ait une ouverture et que ce soit pas là à mesurer. Alors oui, vous avez progressé là-dessus. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. Ma prise en soin, la prise en soin en art-thérapie contemporaine. Donc, c'est une méthode qui a été développée par Jean-Pierre Royol. C'est une méthode qui est importante, c'est qu'elle est dépourvue d'attente, de jugement et d'interprétation de ce que font les personnes. Ça permet, comme on le disait tout à l'heure, de dire les choses autrement qu'avec les mots et dans un espace-temps qui est protégé. Ça propose une parenthèse sociale et institutionnelle et ça permet en fait une respiration psychique aux patients. C'est un processus thérapeutique dont l'objectif, en fait, c'est de redonner un petit peu un souffle, un élan à l'extérieur des séances. Le déroulement d'une séance en art-thérapie, alors, ce qui est très important, c'est que ça ne demande aucune compétence technique ou artistique particulière. Et je n'utilise pas en fait les médiations artistiques. C'est-à-dire que ça peut être surprenant, mais je ne vais pas faire de la peinture, faire de la sculpture. Je vais utiliser des dispositifs créatifs spécifiques que chaque art-thérapeute en fait qui pratique en art-thérapie contemporaine utilise. Et ce qui est important, c'est que ça ouvre un temps d'exploration poétique éphémère. C'est-à-dire qu'en art-thérapie contemporaine, on ne fabrique pas d'objets physiques, en tout cas. Il y a la création d'un objet psychique, mais pas physique. C'est-à-dire que la personne, elle repart pas avec quelque chose. Une fois que c'est fait, eh ben, elle laisse ou elle range et elle repart. Okay, je ne donne pas de consignes. Alors ça aussi, ça peut être extrêmement perturbant. Je ne vais pas dire au patient ce qu'il faut qu'il fasse. Je lui ouvre une possibilité avec une phrase, on appelle ça une ouverture poétique dans notre manière de pratiquer. Mais c'est une invitation, en fait. C'est un élan qu'on donne pour l'exploration, mais on ne dit pas au patient ce qu'il faut qu'il fasse. Ce qui peut être extrêmement perturbant aussi pour le patient. J'accueille le silence comme les mots. Ça aussi, je ne vais pas chercher à faire parler le patient. Je ne pose pas de questions. Si le patient a envie de me dire quelque chose, il peut. Je n'interdis pas la parole. Par contre, moi, je ne vais pas la chercher. Et je me suis aperçue dans la pratique que le silence, quand le thérapeute est à l'aise avec le silence, en fait, très souvent, les patients, en tout cas certains patients, ils sont à l'aise avec ça aussi. Et ça leur fait même du bien. Et en art-thérapie contemporaine, il n'y a pas de lien entre deux séances. Ça veut dire que comme on est dans l'instantané, c'est le but de l'éphémère, on n'est pas sur un projet en fait qui va s'étaler sur plusieurs séances. D'accord ? C'est-à-dire que le patient, il vient et il vit la chose comme il en a envie, besoin au moment où il vient.
La prise en charge, alors ça c'était l'art-thérapie contemporaine, et ensuite je propose une prise en charge en médiation. Alors pour les médiations, je peux utiliser là les médiations artistiques ou des médiations éphémères, c'est-à-dire que les médiations artistiques, tout le monde voit ce que c'est, hein, la peinture, la sculpture, la danse, le chant, etc. Les dispositifs éphémères, en fait, il faut savoir que ceux que j'utilise en art-thérapie contemporaine, je peux aussi les utiliser en médiation. Ce qui change, c'est ma posture. Les outils, finalement, l'outil, je le sors du sac, c'est le même. Quelqu'un d'extérieur ne verrait pas la différence. Par contre, la manière dont moi, je vais aborder les choses et dont je vais me positionner est différente. La différence fondamentale, c'est que les médiations, c'est construit autour d'objectifs définis. C'est-à-dire, par exemple, l'identification et l'expression des émotions, ou le travail sur l'estime de soi, ou la gestion de l'anxiété, d'accord? Mais je vais faire les propositions en fonction de ces objectifs-là. Et ce qui est important, c'est qu'il va y avoir une évolution qui est possible des objectifs et des propositions. Surtout quand on a des patients pendant plusieurs mois, d'accord, que le suivi dure plusieurs mois, et bien forcément, il va y avoir des évolutions. Je le fais toujours en validant avec le psychiatre et la psychologue. Je m'adapte aussi, alors je vais peut-être en parler après, voilà. On va passer sur les points importants. J'utilise, je reviendrai, excusez-moi, sur l'évolution des propositions, je vais revenir dans la diapo suivante. Donc, quelques points importants dans ma pratique. Vous voyez que même en médiation, que ce soit en art-thérapie contemporaine ou en médiation, j'utilise souvent l'éphémère. Ça peut être perturbant pour les gens. Moi, je me suis aperçue, en fait, que quelle que soit la proposition que je fais, l'éphémérité, c'est quelque chose qui enlève certains freins. Par exemple, la peur de mal faire. Il y a plein de gens qui vous disent « mais moi, je ne suis pas créatif, mais moi, je ne sais pas peindre ». Ben là, il n'y a pas la question. C'est pas ça le problème. Ça redéfinit la créativité pour le patient, parce que la créativité, c'est souvent associé à un objet. C'est pas vrai. On peut être créatif sans créer un objet. D'accord Ça enlève aussi la peur de l'interprétation par des personnes extérieures aux séances, parce que quand ils sortent avec une peinture ou quelque chose, quelque part, ils se demandent qui va le regarder et qu'est-ce qu'on pourrait en dire. Ça supprime la question du devenir de l'objet, parce que parfois les gens, ils ont envie de partir avec, parfois ils n'ont pas du tout envie de le voir. Ils ont envie de s'en débarrasser parce que un objet qui est créé en séance, il est chargé de beaucoup de choses en fait pour le patient, que ce soit conscient ou inconscient. Puis je trouve que ça illustre aussi très bien l'instantané et le fait qu'il y a une impermanence des émotions, et c'est aussi important que le patient se rende compte de ça. Je n'expose pas les créations des patients. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'il y ait une recherche de performance. Justement, je suis pas dans le beau. Je ne peux pas dire au patient, ah ben, je cherche pas à ce que vous fassiez quelque chose de beau et que derrière, je l'accroche au mur parce que c'est beau. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça enlève aussi cette histoire de, ben, pourquoi lui, il a son truc exposé et puis moi, pourquoi? Ça veut dire que c'est pas bien ce que j'ai fait. Voilà. Moi, la question, elle est réglée. Je n'expose rien pour personne. Et ensuite, c'est aussi une manière pour moi de préserver la notion d'intimité qu'il y a dans les séances. Voilà. Qui est une notion vraiment importante. Donc je reviens sur ce que je vous disais sur le fait que je peux adapter en fait ma pratique. Donc j'ouvre un espace-temps de créativité que je sécurise par un cadre thérapeutique qui est solide. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, en fait, surtout une fois que l'alliance thérapeutique est établie, donc en général après un certain temps où j'ai vu le patient, eh ben, je peux faire évoluer ce que je vais proposer. Donc, vous avez par exemple beaucoup de patients qui commencent par de l'art-thérapie contemporaine et puis on va aller vers des médiations, soit parce qu'il y a quelque chose qui émerge des séances et que ça semble pertinent pour le patient ou pour moi, soit parce que j'en ai discuté avec les autres professionnels et que ça semble être quelque chose d'intéressant d'aborder les choses autrement. Je ne cherche pas à faire parler les patients, ça je vous en ai déjà parlé. Si les patients ont envie de m'en parler, de me dire des choses, très bien. S'ils n'ont pas envie de me parler, j'ai quelques exemples de patients qui ne disent pas un mot pendant les séances. Et en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Je viens pas les faire parler, moi, ici. Donc, c'est leur moment de calme, de poser, voilà, ils viennent souffler un petit peu et ça me va très bien et ça leur va aussi. Je collabore aussi très régulièrement avec la psychologue. Alors, je reviens dessus, mais c'est vraiment hyper intéressant et ça permet, en fait, souvent, on fait un travail qui est complémentaire. C'est-à-dire que soit en art-thérapie, il y a quelque chose qui va émerger et derrière, ça va lui permettre, toujours avec l'autorisation du patient, hein, je ne raconte jamais, même à la psychologue, sans que le patient soit OK, ça va permettre à la psychologue de retravailler ce qui a émergé, ou inversement, elle va me dire « Ah, là, il y a un blocage, il y a quelque chose qui doit sortir. Est-ce que tu pourrais pas essayer de faire quelque chose avec ce patient-là en art-thérapie ?» Voilà. Là, on voit bien vraiment l'intérêt, en fait, de travailler avec des équipes pluridisciplinaires. Je ne sais pas où on en est au niveau de temps. Ça va ? Ok. Alors là, sur la partie qui vient, je suis désolée d'avance. J'ai pris des témoignages de différentes
professionnels et de différents patients. Donc, je vais pas mal lire. Et je sais que c'est pas très vivant dans les formations. Mais je veux pas déformer ce qui a été dit. Alors, le premier témoignage que j'ai pris, c'est le témoignage du docteur Cinquin, qui est un des psychiatres en fait qui intervient dans la clinique à l'Est. Ça passe plus? Ah, un petit problème de slide. Ça y est? Alors, je vous lis ce qu'il m'a écrit. Je retrouve pas mal de choses que j'avais oubliées. Je revoyais mon petit avant l'accident partir sur les pistes. Je revoyais les images de mon passé. Tous ces souvenirs verbalisés, ce sont les outils du psychiatre. L'outil, c'est la parole, mais pour advenir, elle doit franchir de multiples obstacles. Le mélancolique dit la tête les vide. Et pourtant, le mélancolique est débordé d'idées de mort qu'il ne peut dire. D'abord par peur du jugement, par peur de blesser, par peur de lui-même. Et si dire, c'était risquer d'agir, c'était risquer de faire. Et si dire ce désir, c'était être devenu fou. Alors comment exprimer sans dire tout à fait, sans souffrir encore plus? L'art-thérapie est un outil fantastique. Avec Sandra, cette médiation peut être libre, mais parfois dure, ou plus dirigée, plus sécure. Avec ainsi, un cadre est offert à la parole. Je peux dire, reconnaître ma souffrance et être reconnue dans celle-ci avec bienveillance et respect, et alors commencer à en comprendre le sens, l'origine, la vérité qu'elle dévoile, et ainsi m'en éloigner et moins souffrir. L'art-thérapie soigne. Donc ça, c'est le premier témoignage. Ensuite, je vais vous lire des témoignages patients. Alors, Monsieur H, qui a 49 ans, qui a été suivi en HC, en hospitalisation complète pendant 4 mois, qui est passé en HDJ, en hôpital de jour derrière. Je vous lis ce qu'il m'a écrit, enfin en tout cas une partie. Cela remue profondément mes tripes et les souffrances cachées au plus profond de moi. Est-ce que ça m'aide? Oui, sinon je n'y retournerai pas semaine après semaine, même si parfois c'est dur de brasser toutes ces peines. Cela permet d'exprimer mes mots avec des mots, à travers des dessins, de la peinture. L'art-thérapie permet de se faire violence, mais sans douleur, en remettant les choses à plat, en trouvant l'origine de ces mots, un peu comme en psychothérapie, mais en laissant le corps s'exprimer, l'esprit divaguer par l'intermédiaire de la création. En d'autres termes, en lâchant prise, en cette période obscure de ma vie, pas si simple, mais tellement nécessaire. Ça, ce sont des témoignages écrits que j'ai récupérés. Autre témoignage d'une patiente, Madame B, qui a 46 ans, qui est suivie en HC depuis juin 2023. Grâce à elle, l'art-thérapie, j'ai pu redécouvrir ma créativité, mise de côté depuis trop longtemps. Une véritable redécouverte de soi permet de libérer certains blocages, une aide profonde sur la confiance en soi, pouvoir sortir les émotions enfouies, pouvoir s'exprimer via différents outils sans les mots. J'attends avec impatience chaque séance, guidée par une personne professionnelle et bienveillante. J'ai demandé aussi le témoignage de la psychologue avec laquelle je collabore. J'ai découpé son témoignage en 3 parties, qui correspondent en fait à des témoignages de patients. L'art-thérapie est un réel atout dans la prise en charge psychiatrique au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Dans certaines prises en charge, l'art-thérapie aide à la libération de la parole, notamment lorsque la problématique n'est pas conscientisée. Concernant Madame B, dont vous avez eu le témoignage juste avant, la séance d'art-thérapie a pu être un facilitateur dans l'expression d'expériences traumatiques. Après celle-ci, la patiente a pu se positionner comme étant prête à s'exprimer oralement sur son passé lors de son suivi psychothérapique. Donc Madame B, c'est typiquement l'exemple dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire que c'est la psychologue qui m'a dit il y a quelque chose qui bloque, qu'elle n'arrive pas à sortir. Comment est-ce qu'on pourrait, voilà, qu'est-ce que tu peux faire en art-thérapie pour aider à faire sortir ça, quoi. Une autre patiente, Madame F, qui a 26 ans, qui est suivie en HDJ depuis 2 mois. L'art-thérapie m'a permis d'avoir une nouvelle vision de moi-même. J'apprends à mieux me connaître, me comprendre et m'aimer et à m'affirmer. Au fur et à mesure, j'apprends à mettre de côté le regard des autres afin de vivre ma propre vie selon mes envies. Donc ça, c'est une jeune patiente qui a une grande difficulté avec la confiance en elle et le fait de se positionner, en fait. Voilà. Je continue avec le témoignage de la psychologue, qui correspond au témoignage de patiente que je viens de vous citer. La présence de l'art-thérapeute au sein d'une équipe donne un autre regard aux positions habituellement utilisées dans une prise en charge psychothérapeutique. L'expression à travers divers sujets et de nombreux supports ont l'avantage d'être utilisés et utilisables par un grand nombre de patients. Le cas de Madame F, qui a pu utiliser différents dispositifs en séance, a contribué pour cette patiente dans la reconstruction de l'estime d'elle-même. Ce processus a ainsi pu être utilisé dans la thérapie.
Dernier témoignage de patiente, Madame P, qui est suivie en HC depuis avril 2023 avec une coupure d'1 mois. Ce que l'art-thérapie m'a apporté. Grâce à l'art-thérapie, j'ai appris à mieux me connaître et à développer davantage ma créativité. Les diverses propositions m'ont permis de comprendre d'une part mes émotions et d'autre part m'ont fourni des solutions pour mieux les gérer. J'ai aussi appris à lâcher prise et créer par plaisir sans aucune pression ni obligation particulière. En outre, l'art-thérapie m'a donné plus confiance en moi et m'a permis de façon ludique de mieux comprendre le travail que j'avais à faire sur moi-même. Et je terminerai par le dernier bout du témoignage de la psychologue. Le travail de collaboration permet d'aborder simultanément différentes problématiques dans le suivi thérapeutique pouvant être approfondies dans l'un comme dans l'autre. Des questionnements, difficultés, problématiques, etc. soulevés pendant une séance d'art-thérapie peuvent être approfondis durant l'entretien psychologique. Dans le cas de Madame P, la patiente a été sujette à des reviviscences d'expériences traumatiques suite à une amnésie traumatique, et cela a pu être abordé durant le suivi psychologique. La collaboration dans une équipe pluridisciplinaire est en ce sens intéressante et pleine de richesses cliniques. Voilà. Je vais repasser maintenant le micro à Makoro. Merci. Merci beaucoup Sandra. Donc, on va continuer avec ma prise en charge à moi et en tout cas le courant dans lequel moi je m'inscris qui est complètement différent, mais comme je vous disais, qui a la même finalité, c'est d'amener la personne à un mieux-être. Et du coup, le contexte haut flamboyant dans lequel moi j'interviens, dans lequel j'ai pu tirer les témoignages que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que j'interviens en tant que personne de l'extérieur, au flamboyant Est. Et ça fait depuis 2 semaines que je suis dans les flamboyants Ouest, donc je n'ai pas encore cette grande expérience comme madame m'ont dit sur les prises en charge en art-thérapie. Donc ce que je vais vous présenter, c'est ce que je propose en art-thérapie de manière générale, mais particulièrement mon expérience en intervenante extérieure, particulièrement avec l'expression corporelle. Donc c'est ce que je dis. Actuellement, je suis intervenante 1 fois par semaine en expression corporelle et sous l'égide de l'art-thérapie moderne. L'art-thérapie moderne, c'est le nom du courant dans lequel je m'inscris. Du coup, je suis arrivée au Flamboyant Est depuis peu. Le choix pour moi de travailler en équipe pluridisciplinaire est important parce que effectivement, comme l'a dit Sandra, c'est important d'avoir un regard croisé dans une prise en charge et de travailler simultanément sur les problématiques du patient. Et les interventions sont sur prescription médicale dans le cadre de mon rôle en tant qu'art-thérapeute, mais pas en tant qu'intervenante extérieure. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Et vous le verrez dans la suite. Du coup, mon approche auprès des patients peut être un tout petit peu différente parce que je n'ai aucune information et surtout, je ne peux pas. J'ai très peu de temps pour pouvoir interagir avec les partenaires sur le terrain. La participation aux transmissions et aux synthèses et aux échanges est importante dans les équipes quand je suis salariée. En tant qu'intervenante extérieure, c'est pas possible parce que ça manque de temps et c'est pas évident parce que les moments de synthèse et les moments d'échange ne sont pas sur le créneau où moi j'interviens en fait. Donc voilà, c'est un autre suivi très intéressant mais différent. Comment commence une prise en charge? C'est un entretien de rencontre, c'est comme ça que nous l'appelons dans notre école, et ça me permet de me présenter, comme peut le faire Sandra, de me présenter moi en tant que personne et en tant que professionnelle, et de présenter au patient les différentes propositions que que je peux lui faire, et d'avoir son adhésion, parce que sans son adhésion, il n'y a pas de prise en charge, même si les psychologues et les psychiatres peuvent trouver que ce soit pertinent, il faut que le patient soit disponible et soit prêt à rentrer dans la prise en charge. Et la différence avec l'art-thérapie contemporaine, en art-thérapie moderne, on va vraiment s'appuyer sur les appétences des patients. C'est la porte d'entrée, en tout cas dans la thérapie, c'est l'appétence du patient. Ça peut être une appétence visuelle, art visuel, corporel, danse, théâtre, etc. Mais c'est la porte d'entrée
pour pouvoir rendre disponible à plusieurs choses qui vont travailler sur son psychisme et sur son physique. Du coup, c'est un travail de collaboration et en confiance avec le patient. Et il ou elle a le droit, et surtout, c'est très important qu'il comprenne qu'il ait l'information qu'il peut arrêter quand il le souhaite, et bien sûr en me prévenant, et il n'y a pas de problème à ça. Les propositions que je peux faire, moi, en tant qu'art thérapeute moderne, en art-thérapie moderne, c'est deux possibilités. C'est les arts dits synchroniques et les arts dits diachroniques. Les arts synchroniques amènent le patient à être acteur, à être à l'intérieur de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est une notion très importante, nous, en art-thérapie moderne. Et du coup, ça peut être la musique, ça peut être la danse, le théâtre, le chant. Il est au cœur de la prise en charge et il est au cœur de son action, il est au cœur de son mécanisme psychique et physique à travers son corps moteur, son corps danseur, son corps et sa voix chanteur ou théâtre. Cette pratique des arts synchroniques ne laisse pas de traces. Après que la séance soit terminée, il n'y a pas de traces visuelles ou de traces écrites de la pratique et de la séance. Du coup, ce qui donne à la personne une liberté et en tout cas enlève cette peur de le résultat va être terrible, il peut être vu par quelqu'un, du coup c'est difficile. Là, il fait avec ce qu'il est, c'est super important, ce qu'il est et ce qu'il peut. Il n'y a pas de performance, même si ce qui est souvent connu, c'est qu'en art-thérapie, oui, il est capable de réaliser des choses. Oui, il est capable de réaliser des choses, mais on est en thérapie. On n'est pas dans une démonstration, ni dans une animation, ni dans une représentation de danse, ni de théâtre, ni de chant. Les arts dits diachroniques, ce sont les arts, du coup, art visuel, écriture, photographie, modelage, où il reste une trace écrite, une trace de dessin. La pratique laisse une trace à la fin de la séance ou à la fin des séances. Ça laisse une gratification sensorielle comme en art synchronique, mais cette gratification sensorielle, et on peut poser un regard dessus. On peut poser un regard dessus sur dire ça m'a fait des frissons, tout ça. Les frissons, la trace, ça donne ça. En art synchronique, les frissons, on les a ressentis, on les a vécus, et il n'y a pas de trace écrite à la fin. Les deux dynamiques, art synchronique et art dynamique, suscitent l'expérience créatrice comme moyen d'expression. Comme en art-thérapie contemporaine, vraiment, on va chercher à stimuler la créativité de la personne. Le déroulement d'une séance en art-thérapie moderne, donc ça ne demande aucune compétence technique et particulière, même si on s'appuie sur l'appétence. C'est important. La personne peut aimer danser, mais ne pas savoir danser. Et c'est bien, c'est très bien. La personne peut aimer faire du dessin ou de la peinture, c'est bien, c'est notre porte d'entrée. Mais si elle n'a pas une technique de ouf, tant mieux, au contraire, parce qu'on ne va pas s'attacher à ça. Les propositions, donc du coup, on rentre avec l'envie et l'appétence de la personne qui s'engage à l'exploration sensorielle. Parce que dans ma pratique, en art-thérapie moderne, il y a deux parties. Il y a la partie exploration des sens à travers ces possibles physiques et psychiques. Et il y a la deuxième partie où l'expérience sensorielle va aboutir à développer sa créativité et poser des mots sur ce qui peut poser problème, mais en affinant justement la technique dans laquelle on est, la dominante artistique dans laquelle on est. Et du coup, la personne, et c'est là où la différence est avec l'art-thérapie contemporaine, peut avoir envie de faire partager ça au public, à sa famille ou à d'autres personnes, ou même à moi, professionnel, parce que il aura envie vraiment de partager. Regardez, voilà, j'ai fait ça, et ce que j'ai à l'intérieur, ça laisse cette trace-là, et ouais, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le partager avec vous pour que cette gratification sensorielle que j'ai moi, elle donne ça. Est-ce qu'on peut la partager ensemble? En art-thérapie moderne, on rentre avec l'appétence de la personne, certes, mais surtout, OK, on connaît la pathologie ou on n'a pas l'information, c'est pas grave, mais on va utiliser ce qui fonctionne chez la personne. Ce qui fonctionne, c'est sa compréhension. Ce qui fonctionne, c'est l'hémicorps gauche, parce que l'hémicorps droit, il fonctionne pas, mais le gauche fonctionne. Donc, on va utiliser ce qui fonctionne. Il peut encore se déplacer sur ses deux pieds. Et du coup, on va utiliser ça. Il peut tenir un stylo. Il a la motricité fine qui est encore là. Du coup, on va utiliser ça
pour l'emmener et développer sa créativité. On va pas s'accentuer, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec des publics polyhandicapés ou en service de rééducation, ou en partenariat avec les kinés, les ergothérapeutes, eux qui vont s'axer sur ce qui ne fonctionne pas, et ben, je travaille en parallèle avec eux pour travailler sur ce qui fonctionne et développer, grâce aux outils que je peux apporter aux patients, développer son amplitude du côté qui est déficient, qui est défaillant, avec ses pénalités, sans que la personne s'en rende compte, en fait, parce qu'il est dans une démarche où il a envie de créer, et du coup, il va, sans le savoir, développer son hémicorps gauche qui ne fonctionnait pas, parce qu'il est en train d'utiliser un foulard qui lui fait un bien fou dans la séance. Et du coup, les kinésithérapeutes et les ergos sont en relation intime, en plus du psychologue et des psychiatres, dans cette prise en charge-là de ce patient. L'évolution des séances et les explorations se déroulent en coopération et en collaboration. C'est ce que je disais. Il faut vraiment l'aval du patient, que ce soit un groupe ou un individuel. Il n'y a aucune interprétation de ma part des productions, ni de la part du patient. Je ne vais pas chercher à ce qu'il mette des mots dessus. Je ne vais pas chercher à savoir si effectivement ce qu'il a fait, ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Si ça lui plaît, tant mieux, parce que l'esthétique, c'est quelque chose d'important chez nous dans la démarche, parce que l'œuvre d'art, c'est un élément qu'on va utiliser dans l'exploration pour susciter le sensoriel. On va amener à ce que la personne arrive à décider et en tout cas à avoir le choix de dire et développer son individualité en disant ça j'aime pas. Ça passe par ça. La découverte de l'œuvre d'art va susciter le sens sensoriel et les sensations. Et du coup, avec ça, c'est j'aime ou j'aime pas, et ça va toucher ce côté-là de l'esthétique chez nous. Parfois, l'envie de montrer ses réalisations peut arriver, c'est ce que je vous disais, et peut amener à une exposition. Mais cette exposition, c'est pas juste pour dire on va faire une exposition. C'est en accord avec le patient dans une démarche thérapeutique. Dans une démarche thérapeutique et du coup en lien avec les psychiatres, les psychologues et l'équipe pluridisciplinaire, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, s'ils sont dans la boucle de la prise en soin. Donc, ça, c'est tout ce que je peux proposer. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient de l'école de l'AFRATAPEM. Du coup, le courant dans lequel je m'inscris, cognitivo-comportementaliste, c'est l'AFRATAPEM, Association française de recherche et application des techniques artistiques en pédagogie et médecine. Les 3 points fondamentaux de ce courant sont utilisation en art-thérapie moderne, utilisation des parties saines. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui fonctionne pas, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout. On va vraiment aller sur ce qui fonctionne. Et c'est avec ce qui fonctionne qu'on va prendre l'élan vital de la personne pour l'engager dans sa créativité. Deuxième point très important, le cadre. L'art thérapie ne peut se concevoir que dans un cadre d'équipe médicale ou paramédicale. Alors, quand on est en libéral, c'est compliqué parce qu'on va dire, oui, mais du coup, l'équipe médicale, elle est où? Eh ben, c'est le psychiatre. C'est le médecin référent du patient qui vient demander de l'aide dans la prise en charge. On essaie de se connecter à cette personne-là pour qu'il y ait une collaboration autour de cette prise en soin. Et en art-thérapie moderne, ce qui est totalement différent de l'art-thérapie contemporaine, c'est que dans notre opération artistique, c'est un des outils qu'on utilise, il y a la notion d'évaluation. On pose à un moment donné avec le patient et l'équipe pluridisciplinaire des items. Et ces items, ils partent d'un état de base. Et à la fin de la prise en charge d'état de base, on arrive ailleurs. Et c'est cette évaluation-là qu'on va poser et avec le patient, en accord avec le patient toujours, de se dire, par exemple, est-ce que un des items qu'on pourrait utiliser, c'est est-ce qu'il a pris la parole pendant la séance, une fois, 2 fois, 3 fois? Est-ce qu'il s'est engagé? De quelle manière il s'est engagé? Est-ce qu'il a fait des choix précis? Est-ce que dans la proposition d'exploration, on a posé des pinceaux, des crayons, des feuilles, du papier canson, du papier calque et puis une bande dessinée? Eh ben, il a fait le choix de prendre un crayon une fois, 2 fois, parce qu'il y a des patients, ils peuvent venir en séance, il se passe rien. Il ne se passe rien, c'est sur sollicitation qu'il se passe quelque chose. Et un des items, ça va être de diminuer la sollicitation de ma part et que la personne soit maître de sa créativité. Et du coup, c'est des items qu'on va évaluer pour parler de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Ce qui est complètement différent en art-thérapie moderne. Et on affirme que ce qu'on voit. Donc, du coup, c'est important, cet outil qu'on a, qui s'appelle le cube harmonique. C'est un des outils qu'on utilise qui nous sert d'évaluation. Et lorsque le patient est apte à pouvoir s'approprier cet outil-là, ça devient un outil d'auto-évaluation. Voilà.
enchaîne. Définition de l'art-thérapie moderne, c'est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique. C'est l'exploitation du pouvoir d'entraînement de l'art, l'engagement, comme processus thérapeutique. C'est la validation de l'esthétisme de la production artistique. Alors l'esthétisme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la personne qui se décide, qui a assez confiance, qui reprend confiance en tout cas en ses décisions et en ses choix, de se dire, je choisis cette couleur-là parce qu'elle me plaît. C'est à cet endroit-là que se situe l'esthétisme. C'est pas une question de ouais, c'est beau de manière générale et globale dans la prise en soin. C'est le patient, dans son choix, il a décidé de prendre la couleur rose parce qu'il aime cette couleur rose-là. L'esthétisme se situe à cet endroit-là. Ah, super, ça apparaît pas sur l'écran. Pas grave. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire avant, l'importance dans la prise en charge en art-thérapie moderne, c'est le patient. Le patient, il est au cœur de la prise en charge. Et ce patient-là, lorsque je le prends en soin, on a un premier échange d'entretien de rencontre où je me présente et après, j'ai son engagement. Avec son engagement, on pose des items d'observation, des objectifs qui vont être évaluables, hein, l'opération artistique, cube harmonique et tout ça. Et moi, en tant qu'art thérapeute, je vais m'axer, j'aurai d'autres objectifs qui sont différents de l'objectif thérapeutique du patient. Moi, mon objectif, ça va être d'utiliser ce qu'il fonctionne pour vraiment le garder dans son élan vital et dans son engagement dans la prise en soin. Et du coup, ces parties saines vont emmener des pouvoirs d'entraînement et rentrer dans la pratique artistique. Et ça va raviver, du coup, les pénalités qui sont liées à la pathologie, un manque d'estime de soi, un manque d'affirmation de soi ou de confiance en soi. Ça va raviver tout ça. Voilà. Et l'art, le pouvoir de l'art, c'est quoi? L'art, c'est une activité humaine. C'est une activité humaine qui a des effets sur l'individu de manière globale, autant psychiquement que physiquement. Quand il est engagé en corps, théâtre ou encore danse, ben ça va l'engager physiquement, mais psychiquement aussi, lorsqu'il est en train de créer une œuvre avec du pinceau, de la peinture en art visuel. L'art agit aussi sur le cerveau. Il active des circuits de récompense, des circuits de plaisir, et il agit sur les sentiments et les comportements humains. La pratique de l'art produit un certain nombre d'effets chimico-psychiques neurones. Voilà, je suis art thérapeute, je suis pas scientifique, mais en tout cas, en collaboration dans une équipe, on se rend compte que les psychiatres, grâce à l'art thérapie, potentiellement, ben, il y a une diminution de tels neuroleptiques, il y a une diminution de tels médicaments parce que ben, il a repris, grâce aux séances d'art thérapie, ben, ces neurones-là, ces hormones, ces molécules chimiques qui étaient déficientes, ben, ont repris un petit peu plus de place et du coup, l'effet du médicament ben, prend moins de place. En art-thérapie moderne, les objectifs sont de deux ordres. L'objectif sanitaire, donc en utilisant les parties saines dans le processus créatif, dans une visite thérapeutique, favorise l'émergence et l'expression des difficultés ou du comportement relatif aux pénalités. Donc les pénalités, comme je disais tout à l'heure, c'est toutes les pathologies et c'est les accidents de la vie. C'est ce qui pose problème. C'est pourquoi le patient vient en clinique ou vient en séance en art-thérapie ou va chez le médecin, psychiatre. Les objectifs existentiels, c'est la pratique artistique développe la qualité existentielle et va raviver ou restaurer l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, et donc amène la personne, grâce à cet élan vital, vers la guérison. L'art-thérapie moderne en psychiatrie. Donc là, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait au Flamboyant Est en tant qu'intervenante extérieure, parce que c'était la commande de départ. C'était la commande de départ, mais je suis art thérapeute. Donc forcément, c'était sous la casquette de l'art thérapeute. Donc j'ai utilisé ben, mes outils et mon processus thérapeutique et utiliser le pouvoir entraînant éducatif, raviver la restauration des sensations, activer les circuits neuronaux avec les arts synchroniques particulièrement et pas diachroniques parce que c'était de l'expression corporelle. Utilisation de l'effet relationnel comme soutien et tuteur de la résilience. Donc moi, ma présence primordiale, formée, art thérapie, tout ça, mais dans ce cadre-là de l'expression corporelle, le groupe. Le groupe a une force dans cette prise en charge-là qui était importante.
Donc, au sein de l'équipe pluridisciplinaire au Flamboyant Est, en tant qu'intervenante extérieure, une journée par semaine avec 2 groupes, un groupe le matin, un groupe l'après-midi. J'ai aucun moment où je peux échanger vraiment avec un psychiatre ou une équipe, l'équipe du matin ou l'équipe de l'après-midi. J'ai pas le temps d'assister aux synthèses ni aux échanges, comment ils appellent ça? Bref, j'ai pas le temps. Donc, j'interviens avec un groupe maximum de 6, même si des fois on est arrivé à 10, parce que sinon c'est plus thérapeutique. J'ai pas le temps de m'occuper de chacun et surtout de pouvoir adapter les consignes au fur et à mesure. Parce que oui, en art-thérapie moderne, oui, il y a des consignes, il y a une certaine liberté dans ces consignes-là, mais on donne des points de départ, des impulsions pour que le groupe puisse en tout cas rentrer dans la présence soin. Et il faut des espaces dédiés. Faire de l'expression corporelle entre un petit bureau, une chaise et puis l'ordinateur et puis c'est pas possible. Il faut des espaces dédiés et souvent c'est compliqué. On arrive à trouver des solutions parce qu'il y a des espaces auxquels on peut même pas penser dans des institutions, mais c'est hyper important d'avoir un espace dédié pour la pratique en expression corporelle ou en art visuel. S'il n'y a pas de point d'eau, ben c'est sûr il n'y aura pas d'art visuel. Sans point d'eau, s'il faut sortir pour aller chercher, c'est pas possible. Et l'expression corporelle pour utiliser le maximum de son potentiel corporel, lorsqu'on est étriqué entre deux, trois meubles et en plus avec les partenaires de danse, c'est compliqué. Donc pour aussi que la personne se sente à l'aise, il faut des espaces dédiés. Et bien sûr, ma posture dans ce cadre-là est sous l'impulsion de l'art-thérapie moderne, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc j'arrive pour vous expliquer deux cas et un témoignage. Et c'est le cas de Madame G. Madame G que j'ai en expression corporelle et je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette madame quand elle arrive. Juste, elle a été inscrite sur ma liste. Je suis intervenante extérieure, donc je n'ai pas la main là-dessus. L'équipe a estimé que potentiellement ça pouvait lui faire du bien, donc je l'accueille dans ce groupe. Mais ce que je vois d'elle, en tout cas, c'est qu'elle arrive, elle est en fauteuil, elle est en hospitalisation continue, et elle est en fauteuil et elle ne se déplace pas et elle a l'air de pas très être à l'aise avec son corps de manière générale. Donc, ses pénalités, c'est ses blessures de vie. J'ai pas d'informations dessus, mais elle manque de confiance et d'assurance dans sa motricité et dans sa confiance en elle au sein du groupe et du coup, ça a des influences sur son estime de soi et sur ses relations de manière générale. Donc, Madame G, elle participe aux séances. Je vais faire vite et je vais essayer de ne pas lire. Madame G, elle intervient, elle vient du coup aux séances et elle est tétanisée de se dire je vais faire de la danse, je suis en fauteuil. Sauf que moi, je dis vous faites comme vous pouvez en fait. Vous faites comme vous pouvez avec ce que vous êtes. C'est super important ça. Et à la fin de l'échauffement, parce que qui dit expression corporelle dit préparation du corps, je suis danseuse, je sais qu'on ne peut pas commencer à se mettre en mouvement si on n'est pas un minimum échauffé. À la fin de l'échauffement qui a duré entre 5 et 8 minutes, Madame G est sortie de son fauteuil et elle ne s'en est même pas rendue compte. Ça, c'est la première étape. Dans sa relation aux autres, elle a été juste d'une accessibilité et d'une présence et elle a été moteur, elle a été exemplaire, exemple pour les autres partenaires de danse qui, en la voyant sortir de son fauteuil, en la voyant se mouvoir dans cet espace-là, se sont retrouvés un peu aussi surpris, mais emportés dans cet élan-là. Emportés dans cet élan-là, et du coup, ça fait une séance juste incroyable. Et au bout de quelques séances, effectivement, Madame G, ben, j'ai appris par les équipes qu'il y avait une démarche de sortir de son fauteuil et de développer en tout cas ce côté-là, parce que c'était possible, mais elle ne savait pas. Monsieur X, on va pas faire, parce qu'on n'a pas le temps. Et témoignage d'une patiente. Vas-y, passe. Voilà. Grâce à l'expression corporelle, j'ai pu explorer mon corps malgré mes problèmes physiques et connaître mes limites. Une véritable aide pour une libération, délivrance et reconnexion avec mes émotions. Le lâcher-prise est important et permet de déverrouiller certains blocages, une forte énergie de groupe dans le respect de non-jugement. Le bien-être est là après chaque séance, guidée également par une personne très professionnelle, bienveillante. J'attends avec impatience chaque cours, c'est surprenant à chaque fois. Madame B. Voilà. Et je vais m'arrêter là.
avec 2 citations ces 2 citations m'ont suivi en fait depuis que je suis rentrée dans la formation, à la fin de mes études de psy et quand j'ai décidé que la psy c'était pas pour moi, mais que j'ai trouvé l'art-thérapie. Les premiers livres que j'ai lus sont de ça et ces 2 citations-là me suivent, depuis toujours parce que c'est évident. Un sujet aussi gravement perturbé soit-il n'est pas réductible aux difficultés qu'il montre. Il conserve en lui les ressources permettant la reprise de son travail psychique de René Djactine. Et le deuxième, tout individu est porteur du potentiel suffisant pour trouver sa propre réponse à cette difficulté. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Voici venu le temps des questions. Tu viens à côté de moi, Sandra? On va essayer de faire vite pour répondre à vos questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas? Ah, ok. Il n'y a pas de questions? Ok, ben merci, au revoir. Donc ça veut dire qu'on a été très très clair, c'est ça qui est chouette. Ouais. Du coup, on aura peut-être une question pour vous, mais bon, j'attends quand même vos questions. Non? Ah. Bonjour, Laetitia, étudiante, éducatrice spécialisée en troisième année. En fait, moi, je me demandais, comment vous travaillez ça avec, une prise en charge parent-enfant? Si vous avez déjà fait? Parents-enfants. Oui. Alors là, on est dans un contexte spécifique puisqu'on parle de la clinique des flamboyants. Donc, on est dans un contexte vraiment spécifique, quoi. Au sein de la clinique des flamboyants, on n'a pas encore fait de prise en charge parent-enfant. Il faut savoir déjà que moi, au flamboyant Est, en fait, l'unité en fait, pour des jeunes adultes n'est pas encore ouverte. Et en tout cas, la question ne s'est pas encore posée de faire quelque chose avec le parent. Ce que je peux dire, c'est qu'en libéral, c'est des choses qui peuvent être que j'ai pu aborder, et c'est pas inenvisageable pour moi de le faire, mais il faudrait que le psychiatre soit ok, il faudrait que ce soit possible dans le cadre de la structure, parce qu'il y a aussi une question d'organisation, d'assurance, enfin il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Mais je peux prendre un moment si vous voulez après pour en discuter. Oui, là, c'est vrai que nous intervenons aujourd'hui sur cette conférence dans un cadre bien spécifique, mais la prise en charge par enfant, bien évidemment, elle est possible, mais dans un cadre spécifique aussi, où qu'il faut poser ensemble, avec un suivi avec un psychiatre ou un psychologue au mieux. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, Ouais, c'est pas oui, la même chose. autre, autre casquette. Moi, j'ai une question. Est-ce que, alors que ce soit du point de vue de, bah, on a vu que vous pouviez collaborer, enfin, que vous collaborez avec un grand nombre, en fait, de personnes qui vont intervenir dans le parcours de soins. Est-ce que vous voyez, et puis on a vu aussi que l'art-thérapie, il y a beaucoup de choses que c'est pas. Est-ce que des fois, vous avez pu faire face à un peu de résistance par certaines, oui, je vois. Voilà. Et comment vous avez géré du coup? Alors moi déjà, il y a plusieurs. Alors je peux prendre votre question dans plusieurs sens. Comme on l'a dit toutes les deux, c'est possible que le patient décide d'arrêter. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois et ça s'est fait de manière très simple parce que il y a rien de personnel et c'est ce que j'explique aux patients. C'est-à-dire que moi, c'est pas moi en tant que moi, c'est pas un rejet de ma personne, enfin, ça m'apporte pas ce que je cherche dans la thérapie. C'est arrivé avec un patient qui m'a dit je pense que c'est pas le plus j'arrive pas à m'en saisir comme il faut, je suis pas sûre. Voilà, le soin s'est arrêté, enfin la prise en charge s'est arrêtée en art thérapie. J'en ai informé le psychiatre, etc. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça. Après, il peut y avoir des résistances. Bien sûr qu'il y a des résistances. On va parfois sur des choses où c'est difficile. C'est des personnes qui sont en souffrance extrême. Il y a des choses qui peuvent sortir qui sont très difficiles à gérer parfois sur le coup. C'est pour ça qu'on se bat pour dire que l'art-thérapie, c'est pas du bien-être. Je peux vous assurer qu'il y a certaines personnes en sortant de séance, elles sortent pas en mode ouh, tout va bien. Hein. Ça peut, voilà, ça peut, mais ça peut être aussi extrêmement difficile. Et en fait, le tout, c'est d'être à l'écoute et comment dire, d'arriver
à établir en fait une connexion avec le patient, même si c'est difficile de lui faire comprendre que l'idée c'est pas de le piéger, que c'est pas voilà. Moi, il m'est arrivé de changer ma prise en charge. Par exemple, quand je prends une patiente qui me vient en tête où j'étais partie sur plutôt de l'art-thérapie contemporaine au départ, et en fait pendant la séance d'art-thérapie contemporaine, parce que ça peut être extrêmement déstabilisant pour les patients, hein, que je leur dise pas exactement ce qu'il faut qu'ils fassent, que elle, c'était, il y avait un mouvement presque de panique en fait qui montait. Le but, c'est pas que les patients soient mal. Donc en fait, j'ai changé mon approche et j'ai fait de la médiation éphémère en fait avec le dispositif. C'est-à-dire que je me suis remis beaucoup plus au centre en fait de ce qui était en train de se passer. C'est ce qui se passe avec les médiations, hein. L'art-thérapie contemporaine, je fais un cadre autour et j'accueille. En médiation, je fais partie intégrante de ce qui se passe. C'est pour ça que mon positionnement est différent et c'est pour ça que je disais que je peux pas repartir dans l'autre sens en fait. Voilà. Mais typiquement, elle, c'est un exemple de c'était compliqué pour elle. Et on a trouvé une autre manière d'approcher les choses pour que l'alliance thérapeutique se fasse en fait. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question. Donc, les résistances par rapport aux patients peuvent exister, bien sûr, mais les résistances par rapport aux professionnels aussi, ça peut exister. Et les professionnels, c'est de la pédagogie qu'il faut faire, tout simplement parce qu'effectivement, c'est un métier qui est très à la mode, très, très en vogue, mais malheureusement, ça manque de cadre. Ça manque de cadre dans la pratique et dans la transmission, dans les formations. Il existe beaucoup trop de choses qui ne sont pas cadrées, mais à nous, art thérapeutes formés, de faire de la pédagogie. Et après, ça se passe bien quand les personnes ont les bonnes informations. Ça fonctionne en fait. Mais quand il y a pas d'information, ça peut coincer. Et du coup, notre mission, ouais, c'est de ça. Et du coup, merci aux flamboyantes de nous avoir permis aujourd'hui de mettre en avant ce métier et de pouvoir donner des exemples concrets et de dire d'où on vient en fait. Parce qu'il y a deux courants qui sont très spécifiques, mais qui amènent à la même chose. On est là pour le patient, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, mais pour le patient. Voilà. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'en ai une pour vous. Si, il y a le temps. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Oui, hein? Alors, comme ça, rapidement, si vous pouvez juste dire ce que vous avez appris, ça serait bien. Comme ça nous aide aussi, nous, de mettre peut-être un peu plus de focus sur ce qui a été clair, compréhensif, et sur ce qui n'a pas été clair. Ce qui a été compris, en tout cas, appris, c'est sûr, c'est clair. Du coup, on va améliorer nos présentations en fonction. Donc, on fait circuler les micros, et puis, à vous la parole. Qu'il y avait 2 courants et que c'était pas la même chose, mais au final, tout le monde travaille pour le bien-être psychique et physique du patient. Bonjour, du coup, moi, je suis formée aussi à Profac en tant qu'art thérapeute et j'ai découvert du coup, alors je savais qu'il existait plusieurs courants, mais c'est très, très intéressant votre approche et du coup, ça m'a appris plein de choses, donc merci beaucoup. Bonjour, moi ce que j'ai appris, c'est que c'était possible, de trouver des art thérapeutes en clinique, ce que je ne savais pas et qui pouvaient, travailler en collaboration avec des psychiatres, voilà, je savais pas que c'était aussi développé en fait, en clinique. Rebonjour. Écoutez, moi j'ai découvert du coup les deux vents, ou parmi d'autres probablement, de voir la complémentarité un petit peu que vous pouviez avoir les unes avec les autres et surtout agréablement surpris de voir la collaboration que vous pouviez avoir avec les professionnels de santé. Parce que on sait que c'est pas toujours évident. Les médecins sont parfois un peu résistants. Je suis médecin moi-même, donc je sais exactement comment ça se passe pour certains confrères et d'autres professionnels de santé. Et donc, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir avoir cette démarche un peu globale pour le patient, parce qu'on est tous là pour le patient. Donc voilà, après les modalités, etc., voilà, c'était plus ou moins des choses que je connaissais un petit peu, mais voilà, c'était agréable de voir un petit peu la manière harmonieuse avec laquelle c'était organisé. Bonjour. Je ne connaissais absolument pas, excusez ma voix, je suis un peu grippé. Je ne connaissais absolument pas ce que c'était l'art-thérapie. J'apprends des choses, j'ai des cours. Voilà, je pensais que c'était quelque chose de pas très, comment dire, encadré, comme vous dites. Je n'ose pas le mot sérieux, mais je connaissais pas du tout. Merci. Bonjour.
Alors moi, j'étais surprise que ça ne soit accessible que sur prescription médicale, en fait. Je ne savais pas que c'était uniquement sur prescription médicale. Voilà. Et par contre, j'avais une autre question. J'ai vu les différents courants, c'était bien expliqué. Par contre, est-ce que les patients, enfin, suivant les pathologies des patients, du coup, on vous adresse telle typologie, si je peux m'exprimer comme ça, de patientèle ou pas, fonction de vos spécialités, en fait? Alors, tu veux prendre la parole ou pas? Alors, non. En fait, on est tout à fait capable, c'est ce qu'on disait. Alors, moi, je fais de l'art-thérapie contemporaine, c'est ce que je disais, mais je prends en charge avec la médiation, hein. Et en fait, on peut très bien prendre tout type de public. Ma co, elle a travaillé en rééducation pendant 8 ans, par exemple. Donc, oui, on peut prendre en charge tout type de patients. Voilà, avec les conditions qu'on vous a données. Pour répondre à votre question sur la prescription médicale, ça devrait être toujours le cas. Voilà. C'est ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire qu'en clinique, on n'a pas le choix. Nous, c'est encadré, voilà. En libéral, la Voilà. question se pose. La difficulté, c'est que c'est pas un diplôme d'État. Donc n'importe qui peut mettre une plaque et dire bonjour, je suis art thérapeute, venez me voir. Si vous avez des professionnels qui n'ont pas à un moment donné la conscience de dire j'ai des limites, je suis pas un guérisseur, je suis pas un sauveur, je vais pas sauver le patient d'une dépression sévère juste en lui faisant faire des médiations, mais vous pouvez avoir des gros dégâts. C'est pour ça on insiste là-dessus. Donc quand on a des gens qui viennent en libéral, malheureusement, on n'a pas toujours des prescriptions médicales. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est vraiment de m'assurer que la personne, elle est suivie par ailleurs. Et par qui et comment. Et je démarre pas un suivi sans ça. Voilà. C'est clair. Merci. C'est ce qui devrait être en fait, vraiment, hein, c'est d'avoir des prescriptions et malheureusement, ici à La Réunion, il se passe beaucoup de choses et c'est pour ça que Sandra et moi, nous, on est très, très mobilisés pour donner les informations aux médecins, aux psychiatres pour qu'ils aient cette finesse et cette attention auprès des patients et de dire des fois les médicaments n'ont pas sa place, mais par contre une prise en charge en art thérapie, peut-être en collaboration avec l'art thérapeute, ça peut débloquer des choses, vraiment. Donc merci pour cette question. Oui. Alors, par contre, du coup aussi, comme on n'a plus le temps, on peut se retrouver sur le stand des flamboyants pour continuer à échanger et que vous nous donnez des informations sur tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à toutes. Merci à vous, Madame Traoré, Madame Mondi. Superbe.